Bonjour tout le monde, je suis professeur Benharrat, je vais vous présenter les troubles de la personnalité. On va survoler les points suivants. Pour la définition de la personnalité normale, j'ai préféré vous présenter ces définitions qui survolent les points essentiels de sa définition. En effet, la personnalité est l'ensemble structuré de dispositions innées et de dispositions acquises, sous l'influence de l'éducation, des interrelations complexes, de l'individu avec l'autre dans son milieu social de manière globale, et de ses expériences présentes et passées, et là on se réfère à l'enfance, et de ses anticipations et de ses projets. Ceci dit que de cette définition, il est important de retenir qu'il y a des éléments qui constituent la personnalité à la base, qui sont des éléments innés et des éléments aussi acquis, et l'acquisition se fait tout au long de la biographie du sujet concerné. Pour compléter ce qu'on vient de dire sur la définition de la personnalité, je me suis référée aussi sur la définition de Deleuze, qui est un psychiatre français, qui dit aussi c'est ce qu'il y a de relativement permanent et stable dans le fonctionnement psychologique normal. Là aussi, on retient trois éléments importants, la permanence et la stabilité des éléments constitutifs de la personnalité qui se greffent sur un fonctionnement psychologique normal. Si on doit récapituler la définition de la personnalité, il est important de noter qu'il s'agit d'une modalité structurée basée sur trois éléments importants. Les éléments cognitifs qui représentent la pensée, les éléments affectifs qui représentent les sentiments et en dernier les éléments cognitifs qui représentent le comportement. Ces trois éléments sont en perpétuelle interaction tout au long de l'existence du sujet et qui nous renseignent sur le style d'adaptation de ce dernier. Ces trois éléments aussi résultent des facteurs innés constitutionnels et des facteurs acquis qui représentent le développement psychologique et les expériences sociales. On retient de ce qu'on vient de dire que la personnalité est une unité intégrative, elle répond aux éléments innés. Il s'agit d'une structure qui est stable, autonome et dynamique. Elle est spécifique à l'individu, c'est-à-dire chaque personne a sa propre personnalité et elle est structurée à partir de l'âge adulte, ce qui veut dire qu'avant cette période, on ne pourra parler de la personnalité ou du diagnostic de la personnalité, qu'elle soit normale ou pathologique. Petite nuance, pour certains types de personnalités pathologiques, on pourra la diagnostiquer à partir de la fin de l'adolescence. Certains peuvent dire qu'il existe une contradiction dans cette définition par rapport à la structure de la personnalité. On dit par moment qu'elle est stable et par moment on dit aussi qu'elle est dynamique. Il n'existe pas de contradiction, au contraire, la stabilité de la personnalité, de la structure de la personnalité nous renseigne sur que le sujet est doté d'une seule personnalité tout au long de son existence et ceci est un signe de stabilité, mais elle est dynamique dans le sens où les traits de caractère constitutifs de cette personnalité peuvent changer au cours de la vie du sujet, soit s'accentuer ou encore s'estomper. En dernier, il est important de noter que la personnalité est faite de caractère et de tempérament. Le tempérament est les éléments de base qui représentent tout ce qui est inné et c'est les facteurs biologiques. Se greffe sur le tempérament le caractère, c'est les éléments acquis tout au long de l'existence du sujet par rapport aux expériences de la vie et l'association des deux font la conception de la personnalité. En se basant sur ce qu'on vient de dire sur la définition de la personnalité normale, la personnalité pathologique se distingue de cette dernière par trois éléments importants. La genèse de la souffrance pour le sujet porteur de cette personnalité et ou son entourage, une altération du fonctionnement socio-professionnel où le sujet va présenter une instabilité professionnelle et là il peut cumuler plusieurs boulots, avoir des difficultés avec son employeur ou ses collègues de travail, aussi avoir une instabilité relationnelle sur le plan familial. En dernier, il s'agit aussi de la genèse d'un mode de fonctionnement qui n'est pas vraiment expliqué par une manifestation psychopathologique.
Je vous illustre ici quelques chiffres épidémiologiques qui nous renseignent sur la prévalence de la personnalité pathologique. Ces chiffres sont assez importants dans la communauté urbaine et aussi dans les milieux défavorisés parce que ce sont des éléments constitutifs de la personnalité et qui nous renseignent sur les éléments du psychotrauma à l'enfance et qui peuvent être des éléments acquis de la personnalité. Le diagnostic de la personnalité pathologique ou, autrement dit, l'évaluation de la personnalité de manière globale doit se faire en dehors de tout épisode psychopathologique, c'est-à-dire en dehors de toute décompensation mentale ou psychique. Parce que certaines personnalités, notamment les personnalités pathologiques, peuvent présenter des formes à minima de certains troubles mentaux tels que les psychoses, les dépressions ou les troubles anxieux. Ceci dit, qu'il faut poser le diagnostic dans la période de la stabilité psychique du sujet. Pour ce faire, il faut détecter les traits de caractère et les éléments constitutifs de la personnalité. Il faut vraiment analyser la biographie du sujet, sa pensée et ses réactions comportementales. Et là, il ne faut pas hésiter à poser des questions directes et des questions indirectes, voire même exposer certaines situations pour voir la réaction et les réponses cognitives et émotionnelles du sujet. En dernier, il faut compléter cette analyse par certains tests. C'est comme des examens complémentaires qu'on a tendance à utiliser dans certaines spécialités. Là, on va utiliser des tests projectifs tels que le test de Rorschach. Ceci va nous permettre d'évaluer le comportement et le mode de fonctionnement habituel. Aussi, ses sentiments, sa pensée, ses interactions sociales et interpersonnelles au milieu familial et professionnel. Il ne faut pas hésiter à compléter cette évaluation par la consultation de dossiers professionnels, de son service militaire, aussi s'il a un dossier au niveau universitaire, etc. Ça va nous renseigner bien sûr sur les interactions et aussi les difficultés tout au long de son parcours scolaire, universitaire, professionnel, etc. Et il est important de compléter cette évaluation par un entretien avec l'entourage du sujet pour pouvoir avoir d'autres éléments qui peuvent compléter notre analyse. Voilà, c'est simple. Pour pouvoir poser le diagnostic de la personnalité, il faut se référer sur les 3 éléments de base orientateurs vers cette personnalité. La cognition qui est la pensée, et là on a déjà cité la neurocognition, la métacognition et aussi la cognition sociale en rapport avec ses interactions, etc. L'affect, c'est-à-dire les sentiments du sujet, et en dernier, le comportement de ce dernier. Alors, son comportement, bien sûr, qui va nous renseigner sur le contrôle de ses impulsivités, par exemple. On passe maintenant aux classifications des troubles de la personnalité. Je me réfère dans cette classification à l'Association psychiatrique américaine, APA, principalement le DSM-5, qui regroupe les personnalités en 3 grands groupes en se référant aux éléments constitutifs communs des personnalités. Pour le groupe A, il y a 3 types de personnalités. On a la personnalité paranoïaque, la personnalité schizoïde et la schizotypique. Ces 3 personnalités ont en commun l'étrangeté, le comportement excentrique et bizarre. Et on va voir ça avec plus de détails par la suite. Ici, je vous illustre les critères de la personnalité paranoïaque. Et là, on cite par exemple la méfiance, le doute, et généralement le doute est en rapport avec l'infidélité qui est d'ordre sexuel, du partenaire sexuel, du conjoint et de toute personne qui peut avoir une relation intime avec cette dernière. Cette personnalité paranoïaque a tendance à avoir la réticence et aussi la fausseté du jugement et la tendance à l'interprétation, ce qui peut générer comme réaction comportementale la colère et des réactions de contre-attaque perpétuelles. Le paranoïaque est un individu ténébreux et difficile à supporter. À partir de ces traits de caractère, le sujet va vider son entourage et va générer une situation d'isolement social.
Néanmoins, l'évolution, elle peut être marquée par des épisodes psychotiques brefs ou l'installation de vrais délires paranoïaques comme signe de décompensation lors de l'évolution. Deuxième type de personnalité du groupe A, c'est la personnalité schizoïde. Je vous illustre ici les critères de cette personnalité. Et là, je cite par exemple sur le plan émotionnel, la froideur et l'émoussement, peu d'intérêt pour certaines activités. Comme réaction comportementale, le sujet peut présenter un détachement, une solitude et un isolement social avec peu d'intérêt aux relations sexuelles, aux relations sociales de manière globale et ce qui va être aussi une situation d'isolement qui n'est pas du tout critiquée par le sujet porteur de cette personnalité. Personnalité schizotypique, c'est la troisième personnalité du groupe A. Elle est caractérisée par l'idéation de référence, de la méfiance, en ayant des croyances bizarres, aussi un langage bizarre et même des pensées bizarres qui peuvent générer aussi des comportements bizarres comme conséquence. Alors, cette personnalité est isolée, elle présente peu d'amis et ce qui la rapproche un peu plus de la psychose avérée qui est la schizophrénie. Maintenant, nous passons au groupe B de cette classification qui regroupe les 4 personnalités antisociales, borderline, narcissique et enfin l'histrionique. Ces 4 personnalités ont en commun la théâtralité, c'est-à-dire le sujet a tendance à attirer l'attention et être au centre du monde. C'est comme un acteur dans une scène de théâtre. Deuxième élément, l'émotivité. Ils ont tendance à manifester un affect et une émotion assez exagérée si on les compare aux situations données. Et en dernier, elles présentent un comportement flamboyant, imprévisible et érotique. Personnalité antisociale, connue sous le nom de psychopathe, c'est une personnalité qui a une incapacité à se conformer aux normes sociales, d'où son nom. Il s'agit d'une personnalité qui présente beaucoup plus une insouciance à la sécurité de soi et d'autrui et aussi l'indifférence par rapport aux résultats et aux conséquences de ses actes, en ayant une absence de remords. C'est un sujet qui a tendance à canaliser son agressivité vers l'autre et là, il est très impulsif, très irritable et très agressif. Il est caractérisé aussi par la tromperie qui le rapproche beaucoup plus des escrocs et surtout, c'est un sujet qui est irresponsable. L'évolution de la personnalité antisociale est caractérisée par l'apparition de beaucoup de ruptures biographiques qui nous renseignent sur les conséquences de ces actes, sur le plan aussi de l'adaptation sociale. Alors il s'agit généralement de plusieurs incarcérations de suite aux actes médico-légaux et il est caractérisé aussi par l'apparition de complications sur le plan psychiatrique en rapport avec les abus de substances. Il est à noter aussi qu'à partir de l'âge de 40 ans, les signes ou les traits de caractère de cette personnalité ont tendance à s'estomper pour donner lieu à l'apparition de certaines manifestations anxieuses et ou dépressives. La personnalité borderline est une personnalité qui présente une identité perturbée, c'est-à-dire le sujet va vous dire je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux et ce que je dois faire ou être. Une instabilité affective où le sujet va présenter une idéalisation de certaines personnes, voire haïr au maximum les mêmes personnes selon les conditions et selon les situations. Il a le sentiment de vide chronique qui le rapproche un peu de la dépression, mais en réalité ce n'est pas une dépression, c'est un état d'âme qui est assez constant. Il est très impulsif, peut présenter des conduites suicidaires et il est très coléreux. Ce sont des réactions d'agressivité qui est beaucoup plus canalisée vers soi-même, contrairement à la personnalité antisociale qui le canalise vers l'autre. Suite à l'instabilité affective, le sujet peut présenter une relation instable et de là, le sujet va tendance à avoir des comportements pour éviter cet abandon.
La personnalité borderline, quand elle est confrontée à des situations de stress, elle peut présenter une dissociation qui est un signe de décompensation. La personnalité borderline est une personnalité qui présente une identité perturbée. C'est-à-dire, le sujet va vous dire « je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas ce que je veux et ce que je dois faire ou être ». Une instabilité affective où le sujet va présenter une idéalisation de certaines personnes, voire haïr au maximum les mêmes personnes, selon les conditions et selon les situations. Il a le sentiment de vide chronique qui le rapproche un peu de la dépression, mais en réalité ce n'est pas une dépression, c'est un état d'âme qui est assez constant. Il est très impulsif, peut présenter des conduites suicidaires et il est très coléreux. Ce sont des réactions d'agressivité qui sont beaucoup plus canalisées vers soi-même, contrairement à la personnalité antisociale qui les canalise vers l'autre. Suite à l'instabilité affective, le sujet peut présenter une relation instable. Et de là, le sujet va tendance à avoir certains types de comportements pour éviter cet abandon. La personnalité borderline, quand elle est confrontée à des situations de stress, elle peut présenter une dissociation qui est un signe de décompensation. L'évolution de la personnalité borderline est assez chaotique. C'est la conséquence de l'impulsivité et aussi de l'auto-agressivité qui peut être constatée par les tentatives de suicide. Il est à noter aussi que le borderline peut présenter certains actes médico-légaux, mais ils sont beaucoup plus rares que la personnalité antisociale. Aussi, l'évolution, elle est marquée par une décompensation d'ordre dépressif, épisodes hallucinatoires brefs, qui peuvent être en restitution ad intégram, et aussi le risque d'avoir des attaques de panique avec des réalisations. Et là, on a des états crépusculaires secondaires aux états de stress. La personnalité narcissique, troisième type de personnalité du groupe B, est caractérisée par le sentiment d'importance, d'être spécial, unique et au centre du monde. Il a le besoin d'être admiré et il a aussi le sentiment que tout ce qui l'entoure et tout ce qui est matériel ou humain lui est dû. Aussi, c'est une personne qui présente l'absence d'empathie, c'est-à-dire il y a une absence de la reconnaissance des sentiments de l'autre et aussi la reconnaissance des peines des autres. Il est hautain, il aime exploiter l'autre et il envie toujours l'autre. Dernier type de personnalité du groupe B, la personnalité histrionique. C'est une personnalité qui répond facilement à la suggestibilité et qui croit que toute relation avec l'autre est une relation intime. Et là, on est dans l'érotisation relationnelle. Elle est au centre du monde, elle est plutôt superficielle dans ses émotions et aussi dans ses relations. Elle a tendance à avoir des comportements de séduction avec un théâtralisme assez marqué. L'évolution de cette personnalité, c'est soit l'atténuation des traits de caractère qu'on vient de voir avec l'âge, au bénéfice d'activités gratifiantes, caritatives et au bénévolat, soit l'évolution vers le risque de dépression et aussi de l'addiction aux toxiques. Troisième groupe de personnalités pathologiques, on a le groupe C, qui regroupe les personnalités évitantes, dépendantes et en dernier, obsessionnelles compulsifs. Ces personnalités ont en commun un comportement réservé, craintif et surtout anxieux. La personnalité évitante est une personnalité qui craint la critique. Et de là, elle va avoir un comportement assez réservé, inhibé et réticent à avoir des relations avec l'autre, ce qui va engendrer en réalité une absence d'activité socio-professionnelle et un isolement social. Quant à la personnalité dépendante, elle est caractérisée par l'absence de décision, la difficulté d'exprimer un désaccord. Elle a peur de se débrouiller seule, elle est totalement impuissante quand elle est seule et elle ne peut pas assumer ses responsabilités. C'est pour ça qu'elle cherche tout le temps soutien et appui. En dernier, la personnalité obsessionnelle compulsive.
C'est une personnalité qui est très consciencieuse, rigide et têtue par rapport à ses relations. Elle aime beaucoup plus les détails et elle est trop perfectionniste dans son milieu professionnel et aussi dans sa vie courante. Généralement, c'est une personne qui privilégie son travail à son loisir et à sa vie personnelle et qui présente aussi un attachement assez important aux objets. C'est ce qu'on appelle la thésaurisation des objets. L'évolution de la personnalité obsessionnelle compulsive est assez stable. Néanmoins, il est noté qu'elle peut virer vers des complications psychopathologiques d'ordre dépressif, anxieux ou la manifestation avérée des TOC, c'est-à-dire des troubles obsessionnels compulsifs. À la fin de cette classification, il est important de noter une particularité qui est la personnalité mixte. Cette personnalité est caractérisée par l'association de certains traits de caractère d'une personnalité et d'une autre du même groupe généralement. Et là, on cite la personnalité borderline et la personnalité histrionique ou encore la personnalité borderline et narcissique, etc. Là, c'est l'association des traits de caractère de la personnalité borderline et certains traits de la personnalité narcissique qui nous renseignent sur la personnalité mixte. L'éthiopathogénie de la personnalité de manière globale se base sur plusieurs théories, dont la théorie psychologique, sociale et biologique. Pour la théorie psychologique, elle est fondée sur le modèle de développement psychologique du sujet, notamment durant l'enfance, et de ses interactions éducationnelles avec ses parents. Deuxièmement, la théorie sociale qui incrimine la famille et la société dans la genèse de la personnalité. Enfin, la théorie biologique qui est la plus récente, elle postule que certains traits de caractère pourraient être sous-tendus par des anomalies d'ordre biologique susceptibles d'entraver le développement harmonieux de la personnalité. Et là, on cite l'exemple de l'impulsivité qui est secondaire à un dysfonctionnement sérotoninergique et aussi à un manque de substances grises qui a été constaté chez le psychopathe ou l'antisocial. Maintenant, on passe à une question assez importante sur l'aspect médico-légal. Est-ce que le sujet doté d'une personnalité pathologique est responsable de ses actes? La réponse est oui, si on prend l'exemple de la personnalité antisociale qui présente des actes médico-légaux tels qu'un acte homicidaire parce que c'est une personne qui est dotée d'un trait de caractère très agressive et rappelez-vous, c'est une agressivité qui est beaucoup plus centrée sur l'autre. Cette personnalité est totalement responsable de ses actes parce qu'elle est consciente de ses actes et elle peut ultérieurement les contrôler pour éviter ce type d'infraction ou de conséquences. En dernier, la prise en charge de la personnalité pathologique, elle ne se fait que si elle génère de la souffrance et surtout si cette souffrance, elle est chez le sujet porteur de cette personnalité pathologique parce qu'elle va être la source de la demande de soins. La prise en charge, elle est psychothérapeutique en premier, qui est le traitement du choix, et elle permet au sujet de surmonter sa souffrance et de mieux gérer sa personnalité pour une meilleure insertion socio-professionnelle. Elle est aussi basée sur la chimiothérapie, c'est-à-dire il s'agit d'un traitement neuroleptique qui est souvent ponctuel pour les symptômes cibles secondaires à la personnalité pathologique. Et là, on cite par exemple lorsque une personnalité borderline va décompenser sur un mode dépressif, là on va donner un traitement ponctuel à type d'antidépresseur. Aussi des thymorégulateurs, c'est-à-dire ceux qui stabilisent et régulent l'humeur. Et là, on va les prescrire notamment pour les troubles du comportement, par exemple, notés chez la personnalité antisociale. En dernier, je vous expose les éléments bibliographiques de ma présentation et je vous dis merci pour votre attention.